bienvenue à toi dans l'univers pétillant du podcast « Moi, je voulais juste être Madonna », le podcast qui te met des étoiles dans les yeux et te donne envie de sortir pour suivre tes rêves. Je suis Erika Galland, artiste dans l'âme, grande rêveuse et entrepreneur dans le domaine de l'art et de la culture. L'une de mes passions dans la vie, c'est la réalisation des rêves et pour ça, j'adore écouter les histoires des autres artistes dans l'âme. Pour ce nouvel épisode, je t'emmène dans l'univers de Nathalie Auffrère. On va parler rêves d'enfants, bien sûr, mais aussi reconversion professionnelle et développement personnel, des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Let's go! Nathalie Auffrère, la pro des transitions pro. Nathalie Delphine Auffrère-Urvikioff est consultante en évolution professionnelle et directrice de Une voix qui porte. Elle accompagne la transition pro et notamment les professionnels du secteur santé. Son parcours varié, de postes opérationnels à des fonctions de conseil, lui ont permis de développer une expertise en reconversion professionnelle et développement personnel. À 42 ans, mariée et maman de 2 enfants, elle profite de la vie dans cette magnifique région de France, le Périgord. Je suis ravie d'accueillir Nathalie au micro du podcast « Moi, je voulais juste être Madonna ». Bonjour Nathalie. Bonjour Erika. Comment vas-tu? Bien, et toi? Merci pour l'invitation. C'est top. Ben oui, écoute, je suis ravie d'apprendre à te connaître un peu plus parce que pour la petite histoire, en fait, on a partagé un événement qui a eu lieu en novembre 2024, qui était le Grand Sommet de la Motivation. Ouais. Dans lequel tu as à la fois participé en tant qu'organisatrice et intervenante. Tout à fait. Et on se connaissait pas avant, donc c'est grâce à Didier Gélanor, qui est l'organisateur de ce sommet. On s'est rencontrés, et puis quand je t'ai parlé du podcast, tu m'as dit « Ah, mais moi, j'adorerais participer, faut que je réfléchisse à mon rêve d'enfant. » J'adore le principe, et puis alors aujourd'hui, on est vendredi, et je trouve que pour finir la semaine, tu vas se reconnecter à ses rêves d'enfant, c'est bien, quoi, pour décompresser nos stress, tu vois, on est bien. Alors, avant d'aller justement plus sur tes rêves d'enfant et ce que tu souhaitais, est-ce que tu peux, donc on sait déjà, enfin, je t'ai déjà un petit peu présenté dans la bio, mais est-ce que tu peux, présenter avec tes mots qui tu es? Ouais, je suis une femme effectivement de 42 ans, mère de famille, mariée, qui vit dans son petit Périgord qu'elle aime bien. Dans, un petit paradis où, dès qu'il fait un petit peu beau et que tu as un peu de temps, tu as l'impression d'être en vacances. Non, vraiment, on est bien dans le Périgord. C'est un endroit que j'ai choisi pour aller vivre parce que je trouve que, c'est un peu, le département des hobbits, tu vois? Façon Seigneur des Anneaux. Avec des petits gens, tout sympas et des beaux endroits vallonnés, donc c'est Parce que cool. tu es originaire d'où et tu habitais où avant? Alors moi, je suis originaire du nord de la France. C'est pas les mêmes paysages et c'est pas la même ambiance. Je suis mieux dans cet endroit, plus cool et plus bucolique. D'accord. Bucolique, ouais. Ok. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, puisque le sujet c'est les rêves d'enfants et voir ensuite si tu les as réalisés, comment tu les as réalisés, parce que du coup, moi par exemple Madonna, je suis pas devenue Madonna, hein, mais l'idée c'est de dire, j'avais cette idée de presque, presque, on voit pas trop la différence, hein, honnêtement. Mais voilà, c'est de partir du rêve d'enfant qui était moi plutôt d'être chanteuse Madonna et puis n'a pas n'importe laquelle, hein, à aujourd'hui j'ai créé une entreprise dans l'art et puis maintenant dans mes interventions comme on a fait au sommet de la motivation, j'aime bien jouer là-dessus et j'aime bien me mettre un peu dans la peau de Madonna, de faire des entrées de stars et puis mettre la pêche quoi. Donc c'est comme ça que mon rêve d'enfant se matérialise aujourd'hui et vit. Toi donc qui étais-tu petite, qui était Nathalie et quel rêve tu avais à l'époque? Waouh, j'étais une enfant très rêveuse. Je rêvais de plein de choses. J'étais à la fois une enfant, très calme, qui dessinait beaucoup, mais aussi un peu aventurière et coquine, tu vois? Aller faire un peu des bêtises avec des copains, et donc j'avais envie, de découvrir le monde, explorer le monde, rencontrer des gens. Mais une chose est sûre, s'il y a une chose que j'avais pas envie de faire, c'était travailler. Parce que pour moi, travailler, c'était la contrainte. Travailler, c'était, faire des trucs que tu avais pas envie de faire. Et donc,
œuvrer, oui, et je pense que en fait, je suis vraiment dans une démarche qui est celle-là, contribuer, tu vois, au monde, à la société, partager, œuvrer, rencontrer des gens, mais pas travailler tel que je l'imaginais à l'époque. Et Tel donc que je tu voulais l'imaginais, ou je dirais même tel que le travail est perçu d'une manière générale, parce que quand on parle même le mot travail, il y a une notion de lourdeur, de ouais, besogne. c'est ça. Et justement, ce qui est intéressant, mais tu vas nous en parler après, c'est que j'imagine que maintenant aussi, le travail ne peut être un plaisir, et c'est ça aussi, bah, toi comme moi, c'est C'est là-dessus ça, vers lesquels on va, un peu. absolument. Et en fait, j'ai jamais réussi, en grandissant, à me résigner comme beaucoup de gens le font, en se disant: OK, c'est dur, mais tu vois, chaque jour, tu, il y en a qui disent, tous les jours, il faut manger sa cuillère de caca. Et c'est un truc que j'ai entendu plusieurs fois et moi je dis: «Non quoi, j'en veux pas la cuillère de caca. Je prends pas si vous voulez, vous mangez votre cuillère de caca tous les jours, si c'est votre truc, OK. Mais moi non, j'ai envie de m'amuser en fait et de rigoler et tout ça». Et donc moi en fait, enfant, je voulais pas travailler, même si j'étais consciente du fait qu'il fallait, gagner de l'argent, et je voulais pas non plus être dépendante de quelqu'un. Parce que j'aurais Mmh. pu, comme ma mère à l'époque, ne pas travailler finalement et être en couple et mère de famille et ne pas travailler. Mais moi, j'avais envie. J'avais cette énergie, cette dynamique d'aller en fait à la rencontre du monde et des gens. Donc, comme le dit mon ami Laurent Martinez, que j'ai vu cette semaine et avec qui justement on a parlé de la joie authentique, c'est rigolo, le hasard du calendrier. Tu vois, cette semaine, on a parlé avec un ami psychothérapeute avec qui on a fait un live de joie véritable, de joie authentique, en disant bah c'est pas vraiment une émotion, c'est plus une énergie, une ouverture au monde et à l'être Mmh. finalement. Ça me faisait envie, ça me motivait. Et en fait, je crois que toute ma vie, je me suis dit comment ne pas manger la cuillère de caca et plutôt partir à la découverte du monde et au contact de cette joie véritable et authentique. Et ça s'est manifesté plus tard dans mon histoire parce que souvent, en fait, j'étais plutôt performante à l'école. J'ai un master de. Déjà, j'ai commencé avec des études qui servaient à rien. C'est-à-dire que j'ai fait un master de philo, sauf que je ne voulais pas être prof. C'est déjà mal barré parce Des que études qui servaient à rien, voilà. Mais c'est vrai. ça sert à forger son esprit quand même, la Alors, ça philo. sert à forger son esprit, mais d'un point de vue opérationnel, si tu fais un master de philo, mais que tu veux pas être prof, ça va être chaud pour toi, en fait. Ouais. Ou Mmh. alors, faut partir faire journaliste, mais ou un truc comme ça. Mais j'avais déjà fait des stages, en fait, dans le milieu du journalisme, et la vérité, c'est que c'est un milieu qui me plaisait pas du tout parce que tu as le fantasme et tu as la réalité qui est beaucoup moins glamour. et et pourtant, un Ouais. de tes rêves, c'était quoi? Bah, Un c'était d'être journaliste parce que j'avais une vision idéalisée. Et en fait, un jour, j'ai fait une semaine, un stage dans un journal et je me suis rendu compte des petites guéguerres d'ego entre les journalistes. Il y a le rédacteur en chef qui était hyper sympa. Il me donnait des papiers à corriger et des trucs comme ça. Je lui rendais des papiers un peu corrigés, mais tu sais, enfin, comme une gamine, j'avais 15 ans. Et en fait, les journalistes les prenaient super mal, que j'ai osé toucher à leurs trucs et tout. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ces gens, en fait? Au secours. Bonjour les égos, les guéguerres d'ego. Et puis, je me suis rendu compte que le rédacteur en chef, il dormait en fait sur place tellement il avait du travail, à plus savoir quoi en faire. En fait, j'ai Ah fait un ouais. stage à l'époque à la Voix du Nord. Je me suis dit: «Au secours, Mmh. il a pas de vie cet homme». En fait, le matin, j'arrivais, il avait dormi sur place, quoi. Enfin, Ah c'était un ouais. truc de fou. Et après, les journalistes qui m'amenaient avec eux, ben, en fait, j'ai fait le tour des fêtes à Neuneu. Alors, faut vraiment pas mal le prendre, mais tu vois, toutes les fêtes des écoles et les fêtes des pompiers et machin. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux aller Mmh. à l'aventure, à la rencontre de choses intéressantes. Je veux pas passer ma vie à prendre en photo les fêtes de village local. En fait, je me suis dit, bon, Mmh. journaliste, on oublie. Et donc, j'ai fait des études inutiles, sans aucun projet professionnel après. Et arrivée en master, je me suis dit quand même, il va falloir faire quelque chose. Alors, tout le monde m'a dit, bah, fais prof chercheur. Je voulais être chercheur, chercher. Mais pourquoi la philo alors? Pourquoi tu as choisi la philo? Ah, parce que j'adore la question du sens, la D'accord. question, voilà, j'aime réfléchir, penser le monde, mais c'est pas productif ça. Mmh. Ça peut être productif, bah, il y a plein de philosophes, Faut passer par l'enseignement en général. par Faut l'enseignement passer ou par par l'écriture? Il y a beaucoup de philosophes qui ont Ou par écrit. l'écrit, mais j'écris beaucoup, figure-toi. J'écris Mmh. énormément et je publie notamment sur les réseaux sociaux, et qui est la manière la plus impactante que j'ai trouvé de faire entendre mon message, ce qui fait que j'ai une audience aujourd'hui, j'ai une vraie audience. J'écris sur les réseaux sociaux, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Une voix qui porte. J'ai plein de canaux de communication différents.
Mmh. en totale liberté. Je suis pas D'accord. assujettie à un employeur ou tu vois. Et donc du coup, après donc tu as fait le master philo et Ouais. Après, j'ai fait RH parce qu'on m'a dit quand même faudrait travailler. Et c'est vrai que tu vois, les bourses sur critères sociaux arrivant à leur terme, je me suis dit, ok, je vais faire un truc où il y a des ponts. Allez, sciences humaines et sociales et RH, ça marche. Donc, j'ai fait une école supérieure de gestion des ressources humaines. mmh. Et puis après, je suis allée bosser en RH. D'accord. Et premier CD signé. Ouais, je savais faire le job, mais si tu veux, je pense qu'au bout d'une semaine de CD, je commençais à avoir des suées et des angoisses à l'idée de me projeter là-dedans Mmh. pendant 30 ans. Je me disais, c'est pas possible en fait. Je suis dans une espèce de cage et j'ai plus le droit de bouger et donc non. Ensuite, j'ai essayé un autre cabinet d'expertise comptable où on me demandait on me proposait de faire des choses comme du commissariat aux comptes et tout ça. Je me suis dit, ça va être un peu plus intéressant. En fait, je me suis rendu compte que c'était le même merdier, la même Et comment t'es exploitation. arrivée là? Parce que tu avais pas fait d'études d'expertise comptable? Non, mais cabinet RH sur la partie sociale. Ah oui, d'accord. OK. Quand tu fais RH, tu fais de la paye, tu apprends à faire les contrats, les licenciements, Mmh. la formation et tout ça. Ça faisait partie en fait du package RH. Donc ça intéressait les cabinets d'experts comptables d'avoir des gens pour faire la partie sociale. Donc je l'ai fait un peu dans des cabinets, puis ça m'a pas plu quoi. J'ai quitté le nord de la France pour le sud-ouest de la France. J'ai eu un moment de gros bad où j'ai vraiment craché comme ça. Enfin, j'ai démissionné. Enfin non, je me suis fait une auto-rupture conventionnelle dans mon propre cabinet, pour tout te dire. Je l'ai faite moi-même. J'ai dit, allez-y, Ah sinon. oui, auto-rupture. Ouais, j'étais sur la partie sociale, donc je me suis Ouais, bah oui. auto-dégagée du truc. Je me suis dit, ok, ça va pas le faire. Et comme pendant tout ce temps-là, j'avais continué à dessiner, peindre en guise de loisir, à un moment donné, je me suis dit, si j'essayais de faire ça professionnellement. Donc, à un moment donné, j'ai vendu des peintures, j'ai fait de la peinture décorative et tout. Ah, c'est marrant parce que c'était une de mes questions. Mmh. Parce que pourquoi le podcast a attiré? Moi, je voulais juste être Madonna. Tu sais que je travaille dans l'art. Je me suis dit, il y a une âme d'artiste derrière parce qu'entre ce que tu as fait, philo, RH, Mmh. là aujourd'hui reconversion pro, justement, c'était une de mes questions. Je me dis, mais pourquoi ça l'a interpellé? Pourquoi ça t'a appelé? Donc c'est que tu as une âme d'artiste aussi. Oui. Oui, c'est vrai. J'aime, le côté créatif, j'ai une âme d'artiste fort probablement et à un moment donné, effectivement, j'ai eu une activité en tant qu'artiste peintre décorateur, en scène, machin, décor de théâtre et tout. J'ai un copain qui tournait super bien, en tant que peintre décorateur. Il m'a dit: «Viens, tu vas bosser avec moi un peu et tout, tu vas apprendre le métier». Donc c'était super, sauf qu'à un moment donné, j'en ai eu vraiment marre du nord de la France et là où j'étais, je me suis dit: «Bah, je vais aller vivre dans le sud-ouest» et en fait, quand je suis arrivée dans le sud-ouest et j'ai commencé à proposer, je me suis rendu compte que ça allait être la galère à fond, de vivre de ça, ma grosse galère et j'avais Tu voulais vivre de quoi? De ton art? Tu voulais proposer des j'ai peintures? envisagé, ouais, moi j'ai commencé d'ailleurs à faire des expos, vendre des tableaux et tout et il y avait un énorme décalage entre les attendus dans le sud-ouest et les attendus dans le nord. C'est-à-dire que dans le nord, je pouvais faire des trucs un peu modernes, contemporains et tout. Dans le sud-ouest, en gros, les gens, ils voulaient des paysages. Enfin, j'exagère un peu, mais tu vois, en termes de modernité de l'approche, c'est pas ça et je m'y retrouvais pas. Donc tant pis, j'ai pris un truc alimentaire parce qu'à un moment donné, il faut quand même payer les factures. Et la peinture, juste pour que les gens comprennent, c'est Mmh. quelque chose que tu as fait toi à côté, à titre perso? T'as pris des cours? Enfin, comment c'est venu à toi? J'ai toujours dessiné beaucoup et puis, j'ai toujours été attirée par ça, mais il faut savoir que au lycée, j'avais art plastique option lourde. Enfin, j'étais dans un lycée spécialisé et j'en faisais 8 heures par semaine. Ah En fait, ouais, c'était ma grosse option coefficient 9, au lycée, donc j'en ai fait tout le lycée. J'ai fait un bac avec une spécialité art plastique, en fait. d'accord, OK, Et je fais intéressant. toujours un peu pratique. Enfin, même au collège, déjà, je vendais un peu des portraits et tout. Il y avait D'accord déjà un peu d'activité, économique autour de et ça. tu continues? Un petit peu, mais là, je t'avoue, c'est un petit peu en stand-by en ce moment parce que Mmh. j'ai le planning bien chargé. Mais oui, oui, je continue, à laisser exprimer ça, des fois par de la déco, tu vois? J'ai des appartements en location, tout ça. Je mets un D'accord peu ma touche, et là, et on est et du dans un coup, deuxième. avant que tu nous expliques ce qui s'est passé quand tu es arrivée au Périgord et les changements, dans tes rêves d'enfant, donc ta journaliste, tu nous as expliqué que c'était un rêve, mais que finalement, tu t'es rendu compte que ça te plairait pas. Il y a 2 autres métiers parce que, quand on s'est rencontrés, quand on en a parlé, tu m'as dit: «Bah, moi, j'avais trois envies, c'était Ouais, journaliste, ouais, rentière ouais. et le troisième, c'est quoi déjà? Aventurière».
Ouais, aventurière. En fait, journaliste, OK, on en a parlé. Rentière, en fait, c'est parce que je voulais pas travailler. Ah Je oui, voulais voilà. pas, je voulais bien, contribuer à la société, aider les autres, aider les gens, faire des choses, constructives, productives, mais l'idée du travail tel que je le percevais ne m'allait pas. Alors je me suis dit: «Il va falloir que je me crée des rentes, en fait, pour avoir une assise financière pour finalement être libre». Chose que j'ai faite. D'accord, OK. Pour le coup, c'est un truc que j'ai jamais abandonné de ma vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai élaboré des projets immobiliers, j'ai commencé à tu vois? OK, j'avais des boulots alimentaires j'ai trouvé des jobs, qui ne me déplaisaient pas trop, on va dire. Notamment, j'ai travaillé plus de 10 ans à la sécurité sociale où j'ai eu divers postes, qui étaient intéressants. J'ai beaucoup évolué, donc je regrette pas du tout. Mais j'ai utilisé une partie de mes revenus pour me créer des rentes. Voilà. D'accord. Donc j'ai investi, un peu dans l'immobilier, un petit peu dans les cryptos, un peu, tu vois, dans des actions et tout. Et je me suis dit, à un moment donné, pour mes 40 ans, en fait, il faut que, tu vois, je bosse que si j'en ai envie, en Et fait. tu as eu cette Ça peut conscience sembler tu un eu peu cette conscience-là très tôt, du coup, parce que tu voulais pas travailler, mais à quel moment tu te souviens à peu près où tu as compris que c'était possible avec, c'était un des sujets d'ailleurs au sommet de la motivation où il y a, il y a 2 ans? hem Ouais, j'étais intervenue là-dessus. ouais, mais là, en fait, j'ai mon collègue Philippe, Henriet là qui Ouais, a parlé du sujet et c'est vrai que c'est ouais. un sujet qui revient de plus en plus. Moi, honnêtement, je le découvre parce que je m'étais toujours dit enfin, je savais que c'était possible, mais Mmh. je m'étais jamais dit que c'était possible vraiment de le faire. Tu vois? Ça paraissait un peu inaccessible et maintenant je commence à comprendre les mécanismes et comment ça peut et que ça peut devenir réel. Donc c'est Ah intéressant, totalement, oui, oui, bien sûr, ça toi, se de fait, hein. voir à quel moment tu as eu cette conscience que c'était possible de se créer, en fait, de l'argent, enfin d'avoir des finances sans alors il y a toujours un peu de travail parce que même là, faut quand même investir, faut quand même, il y a un peu de boulot, mais Ouais, c'est il y a beaucoup de boulot maintenant. Je me suis formée et tout. Je suis partie en formation, immobilier locatif, enfin j'ai moi-même investi un peu d'argent pour apprendre à investir, ouais, pas c'est ça. n'importe comment si tu veux. Parce qu'évidemment que si tu crois que c'est inné, tu as 9 chances sur 10 de te planter. En fait, ça s'apprend, clairement. Mais c'est à partir de quel moment tu te souviens d'avoir eu cette conscience que tu Bah, pouvais, en fait, j'ai toujours eu conscience que je voulais pas, travailler, au pire sens du terme, tel que je l'imaginais la cuillère de et caca? que du coup, il y aurait une histoire d'argent en dessous, si je D'accord, voulais, ne pas être obligée de le faire. Et en d'accord. même temps, comme je voulais pas être dépendante, d'un tiers, d'un conjoint en l'occurrence, je me suis dit: «Bon, il va falloir que j'apprenne à fabriquer de l'argent», tu vois? Mmh. Même avec, une voilure assez basse en termes de consommation, bah, faut quand même, créer un peu d'argent pour, enfin en générer d'une manière ou d'une autre pour que ce soit viable, à terme, d'autant plus qu'il y avait des enfants. Donc ça a toujours existé en comme un moyen en fait pour moi d'être libre, D'accord. tu vois? Donc c'est un sujet qui est toujours existant et je crois qu'assez tôt, j'ai commencé à lire un petit peu des livres, mais pendant longtemps, c'était trop éloigné de ma réalité dans le sens où il fallait que j'assure déjà la stabilité, le côté à la fois alimentaire et tout, enfin et à un moment donné, ça a commencé à devenir réel. J'ai fait quelques rencontres qui m'ont vraiment aidée avec des gens qui avaient des projets similaires, des copines et tout, qui elles-mêmes commençaient à réfléchir, à voilà comment on crée des rentes, comment on fait du locatif et tout ça, ou comment on loue des objets ou comme tu vois? Mmh. C'est pas forcément des lieux, hein, ça il y a 10 000 manières de créer des rentes, en fait. Hem et voilà et puis j'ai fini par le faire petit à petit. C'est-à-dire que ça qui était en truc de fond, ça a commencé à un moment donné où c'était propice à exister, de manière plus crédible, plus réelle. Forcément, quand tu es en CDI et que tu commences à avoir vraiment des bons salaires, là, tu dis: «Ah, ça commence à être vraiment faisable là, en fait, est-ce que ce serait pas, le moment de passer à l'action?» Mmh. Donc maintenant, on voit que c'est possible d'être, rentière, donc tu l'es. Mmh, Est-ce que c'est vrai. ça constitue, une grosse partie de tes revenus? Ça constitue une partie significative de mes revenus. Après, je pourrais vivre très chichement, mais puisque j'ai trouvé des activités qui peuvent être lucratives et qui me plaisent, pourquoi m'en priver? Mmh. D'accord, OK. Et donc le troisième rêve, c'était d'être aventurière. Tu en as parlé déjà un petit peu au début et c'est quoi Ouais. pour toi? Qu'est-ce que ça représentait pour toi l'aventure? En fait, je voulais être, à la fois aventurière, mais façon Sherlock. C'est-à-dire, D'accord. c'est pour ça que j'ai failli te dire, quand j'étais enfant, je voulais être Sherlock. Pourquoi? Pour la partie résolution de problèmes Mmh. et partir, rencontrer des gens et avoir des problèmes à résoudre, des questions complexes à solutionner, être stimulée.
tu vois, intellectuellement, humainement et intellectuellement, ça me faisait envie, en fait. Pas dans un truc plan-plan où c'est tous les jours un peu la même chose. Et en D'accord, fait, donc c'est pas forcément l'aventure parcourir le monde, c'est plus l'aventure au quotidien et d'avoir une ouais, activité ouais. pleine de rebondissements. Alors, il peut y avoir un petit peu de déplacement et tout, découvrir des lieux nouveaux, c'est toujours sympa et j'ai toujours envie de ça. Mais c'est vrai que c'est pas le cœur de l'aventurier, c'est aussi de l'aventure humaine, en fait. Et pour le coup, c'est devenu également, avec le temps, de l'aventure professionnelle. Parce que, aujourd'hui, j'accompagne les gens, en fait, à se reconvertir avec des bilans de compétences, des accompagnements à la création reprise d'entreprise, avec des coachings pro, etc. Et en fait, chaque accompagnement est un sujet tout entier, avec des histoires de vie, avec des personnalités, avec tout un tas de choses à explorer. En fait, c'est de l'exploration humaine cette fois et de la résolution de problèmes, puisque les gens, quand ils viennent te voir, c'est qu'il y a quelque chose à solutionner, quoi. Donc c'est intéressant finalement, tu as réalisé bon le journalisme non, mais Non. Alors rentière. si, le journalisme, si, d'une certaine manière, dans le sens où j'ai créé des canaux où je suis devenue un véritable média aujourd'hui, d'une Ouais, certaine manière. d'accord. Oui. Je crée des je fais des lives où il y a beaucoup de monde, de plus en plus, donc tant mieux. J'ai des réseaux sociaux qui sont quand même pas mal suivis pour certains d'entre eux, pas mal lus. Et honnêtement, aujourd'hui, si on a envie d'être lu, les réseaux sociaux, c'est super, quoi, hein, on va pas se mentir. Tu peux te créer une audience, tu peux t'exprimer librement sans avoir à te soumettre à une ligne éditoriale qui te fait pas forcément envie ou à des contraintes, je sais pas, financières, budgétaires ou à des gens avec lesquels t'es pas d'accord en termes de valeurs. Là, tu vois, je suis en train de devenir une espèce de média indépendant. J'ai une chaîne Génial. YouTube à pas loin de 50 000 abonnés. En fait, si j'ajoute tous mes médias, je dois pas être loin de 100 000 personnes qui me suivent en tout. Et c'est un gros impact médiatique, en fait, quand tu y réfléchis, Et globalement. oui. Non, maintenant, les réseaux sociaux, YouTube, etc., ça permet effectivement de toucher du monde, de transmettre des messages assez plus facilement qu'à l'époque. Et C'est plus un média local, hein. Et c'est intéressant. Ouais, oui, clairement. Et c'est intéressant du coup de voir parce que quand on s'était parlé, tu m'as dit moi j'avais plein de rêves, j'avais envie d'être journaliste, aventurière entière, mais si je dois choisir, qu'est-ce que je choisis? Je t'ai dit non, en fait, tu peux tout être. C'est ça aussi. Tu as raison. Tout est possible. Et donc finalement, on voit qu'aujourd'hui tu fais les trois. Ouais, faut réussir à marier tout ça. C'est pas forcément évident, surtout quand on a des rêves un peu contradictoires ou différents, éloignés les uns des autres. Mais c'est possible. Ouais, et donc c'est beau de voir que finalement il y a pas de, on n'est pas obligé de rentrer dans une case. Non. On peut en explorer plusieurs. Il y a pas de schéma prédéfini, il y a pas de règles en fait. On crée ses propres règles et c'est le message aussi du podcast d'une manière générale, c'est de dire les rêves ils peuvent prendre vie de plein de manières différentes et quand on est rêveuse comme toi comme moi, on peut faire plein de choses en fait et le tout c'est de s'amuser. Quand on reparlait de la joie tout à l'heure, le tout c'est de retrouver la joie enfantine qui nous guide. Tout à fait. Finalement, j'ai trouvé ce que je cherchais un peu dans le journalisme. Regarde, aujourd'hui, je passe à la radio, je fais des lives, effectivement, j'ai une audience, je fais des scènes au Grand Sommet de la Motivation. Ça fait 2 fois là que je donne des conférences. Finalement, tu vois, j'ai une vie publique et médiatique sans avoir forcément à me conformer au cadre qui ne me plaisait pas. Donc, voilà, c'est souvent l'imaginaire se dit le journalisme, c'est forcément travailler pour un média papier ou travailler ou je sais pas, pour être rentier, il faut avoir beaucoup d'argent à la base. Clairement, c'était pas le cas. Non. Et pour être aventurière, c'est forcément voyager autour de la Terre. Et non, c'est intéressant ce que tu dis, c'est l'aventure humaine et c'est aussi une aventure en fait. Donc, c'est une sacrée aventure, hein. Quand quelqu'un arrive avec toute une vie à comment dire, parce que quand tu fais par exemple un bilan de compétences, prenons cette prestation-là, en fait, ça va avoir des impacts sur tous les aspects de sa vie, quoi. C'est la conversion IA. Exactement, ouais. Donc non, c'est intéressant. Et donc on parlait quand je suis revenue à tes rêves d'enfant, on parlait du Périgord et tu disais dans le préambule, je te demandais si tu avais eu un gros déclic ou un gros changement de vie. J'ai l'impression que l'arrivée du Périgord, c'est ce qui a été décisif dans ton parcours. Ouais, ça a été ça a été un point extrêmement positif parce que pour la première fois, j'ai vécu un lieu que j'ai choisi, pas parce qu'il y avait quelque chose à cet endroit, mais parce que j'avais envie de venir vivre là.
Et c'est pas la contrainte qui a fait le choix de mon lieu de vie. C'est d'abord j'ai décidé que je vivrais là parce que c'est beau, parce que j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les gens, j'aime bien la bonne bouffe, j'aime bien voilà le lieu en fait. Hein, c'est assez magique le Périgord, la nature et tout. Et ensuite, ben je me dépatouillais pour vivre là. Et puis moi, je suis arrivée sans travail hein, ici. D'accord. Et mon mari m'avait suivie, il avait plus d'emploi non plus. Ton mari donc était Euh, d'accord pour partir justement, c'était une de mes ouais, questions. Comment vous avez vécu ça? Vous avez déjà vos enfants? Enfin, on les avait pas encore et heureusement, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Hein. On va pas se mentir, une fois que tu as la charge parentale. Non, non, je suis arrivée il y a quoi? Il y a une quinzaine d'années et puis c'était un pari, hein, c'était un challenge. d'accord. Pour le coup, on vivait au début sur nos acquis, mais vite il fallait trouver du travail en fait. Donc c'est Parce intéressant aussi de voir que, bah, là, encore une fois, le message du tout est possible, c'est, ben, tu as pris des risques, tu es parti sans ouais, rien, ton mari ouais, n'avait rien non plus, finalement, vous vous êtes construit une villa et c'est ça. Au début, il y a forcément ça a merdouillé un peu sur certains points, mais tu vois, ça a pas merdouillé sur les trucs, où les gens nous ont prévenus négativement. On mmh nous a dit: «Oui, les gens des Sud, ils sont fermés, vous aurez jamais du travail, vous serez jamais intégrés, blablabla», tu vois? Tout ce qu'on peut entendre. Au final, on est arrivés, on était hyper bien accueillis. J'ai halluciné, quoi. On s'installe, nos voisins nous invitent, canapé, machin, ils nous servent le vin et tout, c'était presque une petite fête. Ils nous disent: «Bah, écoutez, moi je suis médecin, si vous avez besoin d'un médecin, allez, je vous prends dans ma patientèle», je dis: «Ah ouais, qu'est-ce qui se passe?» Tu vois? Des gens, en fait, on a été extrêmement bien accueillis partout où on est allé et puis on n'a pas eu de mal à trouver du travail, quoi. Après, j'ai la conviction de dire que quand tu te mets en action, moi, c'est ce qui s'est passé aussi dans mon parcours de vie, quand tu Mmh. commences à prendre des décisions en fonction de toi et pas en fonction des autres, que tu Mmh. t'écoutes, que tu vas là, tu es Oh allé oui. vers ton cœur, tu es allé vers là où te guidait ton cœur, ton intuition et Mmh. finalement, quand tu te mets en action et je pense que c'est ce que tu vois aussi, hein, quand avec les personnes que tu accompagnes, les portes s'ouvrent. Les Ouais. planètes s'alignent, les portes s'ouvrent et finalement, là où tout le monde te met en garde en te disant: «Ça va être dur, ça va être compliqué, tu vas pas y arriver, hein», finalement, en fait, quand tu t'écoutes vraiment, bah, si, en fait, tout se fait naturellement parce que tu étais là où tu devais être et que c'était, et que ça devient fluide, en fait. Ouais, après je t'ai dit, on aurait eu 1 ou 2 enfants, ça aurait été différent. Parce que, voilà, le niveau de contrainte aurait été différent. C'est sûr que vaut mieux faire ça quand on a encore un niveau de liberté, Et encore, c'est possible aussi. Il y a plein de familles qui voyagent, oui, tu vois? Il y a pas de bien c'est sûr. Mais bon, pas de job, des enfants à charge, tu vis sur, tu vois bien que, voilà, c'est encore plus, et comment tu t'es, mis en route alors là, une fois arrivé, donc tu as vu que d'un côté, d'un point de vue artistique, ce serait plus compliqué, donc qu'est-ce que tu ouais, as je me sentais pas. comment tu t'es mis en œuvre, pour, professionnellement? Comme bah, je suis allée bêtement, prospecter, voir les gens, donner mon CV, on m'a filé d'abord un stage, puis un petit job en CDD, je me suis retrouvée à Maison du Monde, à d'abord, vendre des trucs de déco et puis finalement on m'a dit: «Tiens viens, faire les podiums et les vitrines». Alors c'était sympa, en plus c'était créatif, c'était chouette. Après c'était, je passais de CDD en CDD donc c'était précaire et je voulais pas, subir trop la précarité parce que c'est dur quand même la précarité. Et donc à ce moment-là, bah, j'ai continué à postuler alors que j'étais en CDD. J'ai fini par être embauchée à la sécu. Je te dis, ça a pris 1 an pour que je sois en CDI, temps plein. Mmh. D'accord. Et puis après j'ai fait agent, puis technicien, puis agent de maîtrise, puis cadre, technique. Enfin, j'ai vraiment évolué, à l'intérieur de la CPAM. J'ai progressé beaucoup, assez vite, beaucoup de formations et tout. Après, j'avais un certain bagage qui venait aussi des cabinets d'expertise comptable et tout d'avant. Et puis à un moment donné, je me suis dit, enfin moi, au bout d'un moment, quand je commence à me sentir mal, à transpirer, à me sentir enfermée et tout, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Et là, je suis passée, indépendante. J'ai créé ma boîte et j'ai D'accord, donc créé c'était en une quelle année première. ça? Alors la première que j'ai créée, parce qu'en fait, j'ai fait plusieurs boîtes avec plusieurs, formes et tout. J'ai essayé en fait, avant de trouver la bonne formule. C'est pas venu du premier coup. La première que j'ai créée de mémoire, c'était 2019, où je faisais déjà de l'accompagnement individuel, mais en parallèle de mon poste de cadre. Donc c'était un peu chaud. Je bossais le soir, le week-end, enfin ça faisait beaucoup en fait. Mais bon, ça m'a permis de tester le business model Mmh. et d'avoir ma première clientèle et tout sur de l'accompagnement.
Et puis de suivre des formations, tu vois, coach professionnel, machin, ICF. Enfin, j'ai suivi tout un tas de formations pour vraiment me professionnaliser en fait dans l'accompagnement, pas juste être une personne qui accompagne, mais avoir les fondamentaux de ces professions-là. Donc, je vais te passer le détail des formations que j'ai suivies, mais il y en a eu un petit paquet. Et première boîte, 2019 de mémoire. Puis après, je l'ai changé de format, micro-entreprise, EURL. Et puis maintenant, finalement, j'ai dissous mon EURL et j'exerce en tant qu'entrepreneur salarié dans une coopérative. Et je suis au pôle formateur parce que j'ai toujours eu une activité de formation, même au sein de la Sécu. À l'époque, je faisais de la formation. Enfin, j'étais quelqu'un qui formait aussi. Puis j'aime bien ça. Enfin, j'aime transmettre en fait. Voilà. D'accord. Donc en fait, tu es indépendante mais tu as ton statut qui est via une coopérative. Je suis entrepreneur salarié. Je savais pas que ça existait. Quand j'ai appris que ça existait, j'ai fait alléluia, ça c'est pour moi. Et ça me plaît parce qu'en fait tu cotises à la Sécu, tu cotises au chômage, à la retraite, t'as tu vois tous les avantages du salariat, je sais pas, la mutuelle obligatoire, machin, enfin tous ces trucs qui font que le cadre du salariat il est sympa, il est pas trop précaire. Et donc, j'ai décidé de plus être pure entrepreneur, d'être entrepreneur salarié. J'ai la liberté au niveau de mon activité d'un entrepreneur et en même temps, j'ai le cadre de la coopérative. Donc, c'est une coopérative qui s'étale sur 2 départements et on est 185 à peu près. Et en fait, tu as juste au niveau de la supervision, pour vérifier que le salaire que tu décides de te verser, il est cohérent avec ton chiffre d'affaires. Donc, tu as une supervision de ça. Mais pour le reste, tu es assez libre de tes activités. Tu n'as pas de manager. Tu peux. D'accord. C'est bien ça. Je connaissais pas ce statut non plus. Donc, ouais, moi non plus, je connaissais pas. Puis j'ai découvert ça par hasard cette année, en tout début d'année. Et je dis banco quoi, c'est ça qu'il me faut en fait. Et donc aujourd'hui, donc t'accompagnes donc une voix qui porte, c'est le nom de ton mon enseigne, on va dire, ouais. Ton enseigne, ouais. Et t'accompagnes sur les bilans de compétences et sur quoi? Tu fais du coaching? Alors j'utilise la méthode orientation, donc je suis partenaire orientation pour les bilans de compétences, pour les créations d'entreprises. Je suis également partenaire pour le coaching pro. Je suis coach ICF, certifié. Voilà pour la partie professionnelle. Donc des fois, j'accompagne le développement associatif, des choses comme ça. Et je suis formatrice. J'apprends également à développer son activité en utilisant les réseaux sociaux parce que j'ai un point fort sur la partie média. Et par mon expérience, et aussi parce que j'ai suivi des formations là-dedans. D'accord, donc t'es organisme de formation, non? T'es formatrice indépendante? En fait, pour aller dans le petit détail du truc, la coopérative a un pôle formation. Donc, dans ces 185 personnes, il y en a 30 qui sont formateurs à peu près. C'est le pôle formateur. Et je fais partie du pôle de formateurs. D'accord. Donc, faisant partie du pôle de formateurs, donc j'ai été évaluée pour ça par la coopérative et tout ça, par la direction pédagogique qui a vérifié que j'avais bien les acquis, les prérequis, les formations et tout. Et donc je fais partie du pôle de formateurs, donc je suis chapeautée pour le Calliope, pour la déclaration d'activité et tout par la coopérative en fait. C'est génial. Voilà. Tu vois, c'est peut-être quelque chose que un des apprentissages de cette interview, si certains sont intéressés. En tout cas, voilà, maintenant vous savez que ça existe coopérative d'activité et d'emploi. Il y en a des spécialistes et des généralistes. D'accord. Et moi, je suis dans une généraliste, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs types de métiers avec des pôles spécialisés. Mais par exemple, on a une spécialiste sur mon territoire qui s'appelle Copébat, où eux, ils sont mutualisés, spécialisés dans le bâtiment, par exemple. Donc, ils font de la mise en commun de des décennale, tu vois. Ça évite que chacun doive la payer, des choses comme ça. Et donc, tu accompagnes tout type de profil ou c'est plutôt, donc tu disais, c'est plutôt des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Tu les accompagnes avant, pendant, après, ou c'est plutôt le moment où ils ont envie de se reconvertir et donc c'est avant qu'ils changent de métier, quoi. Alors, c'est avant, quand c'est du bilan de compétences, en fait, je peux les accompagner avant, pendant ou même un peu après. Enfin, un peu après, ça se justifie moins, quoique. Si c'est du bilan de compétences, je les prends au stade où ils sont un peu paumés, tu vois, ça va pas, mais ils savent pas trop quoi faire. En général, c'est flou. Donc là, on fait le point ensemble et puis on voit ce qui est possible pour eux et on élabore un projet ensemble. Ça peut être pendant parce que j'ai une formation en création d'entreprise pour ceux qui veulent
faire ça, je peux les accompagner pendant. Dans le bilan de compétences, on fait aussi la partie CV, lettre de motivation et tout le bazar, quoi. Donc c'est un peu du pendant aussi. Et j'ai un coaching pro pour les gens qui ont des besoins spécifiques. Ok, et donc c'est tout type de personnes, tous âges, il n'y a pas de... Tous âges. J'ai eu des bénéficiaires, on va dire de 25 ans à 50. Je pense à la personne la plus âgée que j'ai accompagnée, elle devait avoir 57 ou 58 ans. Elle voulait travailler, trouver son domaine d'activité qui lui plaise assez pour pouvoir continuer même pendant la retraite. Donc il y avait une dimension ikigai, tu vois. Comment je peux contribuer au monde d'une manière qui me fait tellement envie que même à la retraite, je continuerai, quoi. Alors c'est hyper intéressant. Ouais, c'est bien, ouais. Ok, écoute, super. Et donc donc tu interviens sur ta région ou sur toute la France, en visio, comment ça se passe? Alors, j'avais pas fini de répondre à la question précédente. J'ai quand même un point fort sur les professions de santé, D'accord. Ah oui, professionnels de ça tu l'as dit dans l'intro. Ouais. ayant travaillé longtemps à la sécurité sociale, ayant beaucoup travaillé avec les professions de santé, en fait, c'est un secteur que je connais beaucoup mieux que la moyenne des gens. Donc, il y a pas besoin de tout me réexpliquer, voilà, pour que je puisse traiter une problématique, en tout cas aider le mieux possible. Et pour toutes les personnes qui veulent être en présentiel, c'est le 24, c'est la Dordogne, en fait. D'accord. C'est mon département. Pour ceux qui veulent pas forcément être en présentiel, il m'arrive d'accompagner des gens qui sont loin. Pour la création d'entreprises, honnêtement, on s'en fout parce que, en général, on fait ça en visio. D'ailleurs, la plupart des créateurs d'entreprises, ils sont pas sur mon territoire, qui est assez peu peuplé et dynamique, assez peu dynamique en matière de création d'entreprises. Je dis pas qu'il y a rien, hein, mais le besoin est moindre et en général, je travaille avec des gens qui sont sur des territoires autres. Voilà. Région parisienne, machin. En ce moment, j'ai quelqu'un à Reims. Voilà. Ok, super. Donc l'aventure humaine pleinement vécue. C'est ça, avec à chaque fois un challenge particulier, individuel. C'est bien parce que c'est tout un système de vie à étudier. Tu vois, on peut pas compartimenter. En fait, c'est ça qui est intéressant. Un humain, c'est tout son système. Tu vois, c'est y compris ses proches, ses relations et tout. Donc c'est toujours très vaste et très complexe. Et puis en même temps, il y a beaucoup de discussions parce que les projets, les prises de conscience, elles se font ensemble et puis les projets sont co-créés aussi. Donc ça fait un peu bateau de dire ça, mais un projet d'évolution professionnelle, c'est une co-création en fait qui naît dans le dialogue et c'est vrai que c'est passionnant. Ouais. Et on peut te retrouver donc sur donc la journaliste qui a un média avec beaucoup de beaucoup d'audience. Donc c'est le plus simple, c'est LinkedIn quand même, parce que c'est là où je fais tous les jours. Ouais, d'accord, LinkedIn. Donc c'est Nathalie, donc ton compte c'est Nathalie Urvikioff. Urvikioff, au frère, c'est bon, tu tapes Nathalie au frère. Ça va être un grand bandeau, j'accompagne votre reconversion. D'accord, et donc tu as une chaîne YouTube? Ouais, j'ai une chaîne YouTube, enfin j'en ai deux. Il y en a une, c'est Une Voix qui porte, et l'autre, c'est Une Voix qui porte rencontre, où t'en as une où je fais surtout des séances bien-être et tout, et l'autre où je fais surtout du blabla, tu vois, de la discussion comme on fait aujourd'hui. Pareil, tout est mis sous format podcast également, donc sur n'importe quelle plateforme de podcast, tu retrouves Une Voix qui porte, si tu veux fouiller un peu mon écosystème. Et voilà, je suis sur Instagram et tout ça, mais le plus simple, ça reste LinkedIn parce que c'est là où je vais tous les jours en fait. Ok, bon alors j'ai deux questions pour finir cette interview. Vas-y. La première, c'est quel est ton rêve actuellement? Maintenant qu'on a parlé des rêves d'enfants, quel est le rêve de Nathalie aujourd'hui pour dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans? Waouh, je pense que là, j'ai à moitié écrit un livre. Et puis j'ai été prise dans l'intensité de ma vie, qui à un moment donné a été très chargée, donc j'ai mis en stand-by. Et là, je voudrais finir mon premier livre et si possible en écrire plein d'autres. C'est une belle aventure, hein. Tu sais que moi je viens de faire mon premier livre aussi, et c'est vrai que c'est un rêve de longue date, donc je te souhaite. Merci. C'est une belle aventure. Ouais, parce que j'ai plein de trucs à dire. En fait, mon premier livre, il est sur la relation à l'argent. On en a parlé un peu aujourd'hui. Ouais. Et en fait, c'est des cas pratiques que j'ai croisés dans mes accompagnements. Et je voudrais le sortir. Ça s'appelle 5 histoires d'argent. Alors, c'est anonymisé et tout, hein, mais c'est des vrais cas que j'ai rencontrés dans mes accompagnements qui, je trouve, sont un peu
stéréotypé mais représentatif de certaines relations à l'argent qu'on retrouve beaucoup, et donc je trouve que ça peut être aidant en fait de décrire les problématiques et comment ça a été. Donc 5 histoires d'argent, c'est celui que tu as commencé à écrire. Voilà, je l'ai à moitié d'accord. écrit, je l'ai pas fini, mais tu vois, pour quelqu'un qui se reconnaîtrait dans un stéréotype et tout, voilà, voir des histoires, comment ça s'est dénoué, des clés et tout, ça pourrait être vraiment bien. Ce serait le premier, mais je pense qu'il y en aurait d'autres. Oui, je pense que si t'es rêveuse, il y en a plein. Ouais. Et je pense que j'aimerais bien, dans mes rêves, là, je voudrais développer plus. En fait, j'adore, depuis peu, je fais des lives et c'est un format que j'avais pas trop exploré jusqu'à maintenant. Des vrais lives avec mon audience. J'ai lancé ça il y a seulement quelques mois pour de vrai, sérieusement. En fait, j'adore interagir directement avec mon audience en live comme ça, tu vois, question-réponse avec des fois des invités et tout. Et dans mes rêves, ouais, je voudrais réussir à embarquer finalement ma communauté dans cette grande discussion. Une voix qui porte avec des fois des invités et tout, et faire un truc super vivant, mais en live où effectivement, voilà, les gens, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent poser leurs questions, et où ensemble, en fait, on solutionne des fois des problématiques individuelles, on contribue à faire grandir un peu la conscience globale du monde, tu vois, les D'accord. types, machin et trucs, des sujets un peu de fond, mais voilà, tous ensemble entre gens de bonne volonté et tout. Enfin, je voudrais faire plus de live et créer un peu d'engagement et quelque chose de positif avec de l'impact comme Donc ça. il y a beaucoup dans tes rêves, là, il y a quand même la journaliste qui est là, hein, il y a c'est beaucoup d'écriture, de partage, les interviews, le livre. Donc, c'est vrai. donc Je produis beaucoup en fait. Je produis beaucoup de contenu de diverses formes sur diverses plateformes. Parfois j'interviewe, parfois je suis interviewée. Enfin, c'est voilà, un truc comme ça. Mais j'ai envie de tu vois, j'ai un grand truc en moi aussi, c'est la partie économique. J'ai envie de contribuer au développement de l'intelligence économique en France, qui je trouve est dramatiquement basse. Oh oui. Parce que pour avoir travaillé le sujet à titre personnel, pour pouvoir moi-même accéder à une forme de liberté financière, et pour pour avoir travaillé avec des anglo-saxons et des gens qui ont des mentalités différentes, quand tu reviens en France et que tu te rends compte à quel point on n'est pas bon, quoi, économiquement. Là, tu parles aux gens en termes de marché, ils sont presque choqués, tu vois. J'ai interviewé il y a pas très longtemps Bassem Mejri qui est aussi dans le domaine. Lui, il travaille sur justement l'intelligence économique, le rapport à l'argent, et ça fait écho à ce que tu dis, parce qu'en fait, lui, il prend les bouquins qui sont il y a beaucoup de livres sur le sujet aux États-Unis, en Angleterre, et en fait, il les traduit pour la France et il les publie en France. Waouh, génial. Et donc tu regarderas, voilà, Bassem Mejri, et je pense qu'il y a un besoin justement d'éducation financière. Et puis aussi, on est dans un pays, moi j'ai fait beaucoup de formations avec le Québec notamment. Enfin, je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de choses à prendre bonnes outre-Manche et outre-Atlantique. Oui. Pour que nous, les Français, on arrête d'être pudiques avec l'argent, avec ce qui brille, le fait d'avoir une grosse voiture ou d'avoir, je sais pas, des signes ostensibles. C'est tout de suite que voilà, t'es un riche, donc t'es un sale con, et donc tu te la pètes, ou voilà, c'est un peu caricatural, mais c'est ça. Heureusement pas tout le monde, mais il y a quand même encore cet état d'esprit mais il y a une mentalité qui est archi toxique. En fait, tu te rends compte, les gens, ils se tirent une balle dans le pied eux-mêmes économiquement, et même au niveau de la culture carrément nationale, quoi. Il y a des gens qui parlent du suicide économique français, tu vois. Enfin, on en est là quand même. Les pays qui nous regardent à l'étranger, ils disent c'est quoi cette catastrophe? Et des fois, tu comprends. En fait, tu parles avec les gens et tu comprends qu'ils ont aucune notion, effectivement, de dynamique de marché, d'économie de marché, de même, tu vois, sans basculer dans l'ultralibéralisme, au moins des dynamiques libérales, quoi. Enfin, et même commerciales, tout simplement. Oui, et puis d'assumer aussi que on est tous, en fait, je suis quasiment persuadée que beaucoup de gens, alors peut-être pas tout le monde, mais aiment quand même les belles choses, aiment le confort, et qu'en fait on s'autorise pas parce que c'est l'image, parce que on a l'impression que c'est inaccessible, ou parce que ça se fait pas. Mais donc d'éduquer aussi à ça, je pense que c'est important, et d'autant plus les femmes. Ah là là, au secours, les femmes. Si tu savais ce que je vois passer dans mon cabinet.
Des femmes qui ont travaillé toute leur vie, pas déclarées, exploitées, qui ont leur mère à charge, enfin des drames. Tu sais, moi, je suis à la campagne un peu. Et waouh, quoi. Tu prends des gens complètement brisés par le travail. Enfin, j'ai vu des gens. Tu te dis, cette personne a travaillé, tu vois, 50 heures semaine toute sa vie, rien de déclaré, catastrophe. Et en fait, je remarque que les femmes sont beaucoup exploitées pour leur capacité de travail productive. J'en ai une qui a été exploitée toute sa vie. Ça a commencé par son père qui l'exploitait dans un restaurant dès son plus jeune âge à travailler, tu vois, enfin vraiment quoi, gratuitement pour lui, voilà. Et puis elle a été exploitée quasiment toute sa vie par des hommes. C'est des exemples que j'ai qui me viennent en tête, mais en fait, il y a un pattern récurrent d'exploitation quand même de la force La de femme, travail. elle a été autorisée à travailler, à avoir un compte en banque, etc. Il y a pas si longtemps, hein, donc un compte en banque à son nom. Ouais, c'était 57, je crois, un truc comme Ouais, ça. c'est ça, donc ça fait pas si longtemps. Enfin non, le compte en banque, non, le chéquier peut-être. Enfin bref, je mélange peut-être. Mais Donc ouais, c'est intéressant de travailler sur ces sujets-là et de montrer, bah tu vois, des rentières, parce que des rentiers, ça paraît plus un peu plus normal entre guillemets. Il y a beaucoup d'hommes qui sont, mais des femmes rentières, c'est pas si courant, quoi. Et puis tout de suite, les représentations sont très négatives. Si tu prends un homme, j'aime l'argent, le challenge, je veux gagner plein d'argent, tu vois, ça passe. Une femme qui te fait la même, c'est elle est vénale, elle aime l'argent, c'est mal, quelle mauvaise personne, tu vois, l'imaginaire immédiatement que ça invoque pour exactement la même chose, quoi. Ouais, donc écoute, je souhaite, on va pas repartir sur le sujet parce que sinon on ferait 1 heure, je crois. Mais en tout cas, je souhaite que ton bouquin et tout ce que tu fais contribue à éveiller les consciences là-dessus, que les gens s'autorisent, et notamment les femmes. Et donc, j'invite toutes les personnes qui écouteront l'interview à te suivre, puisque tu feras de plus en plus de live. Donc voilà, il y aura peut-être d'autres personnes qui viendront dans ton audience. Continuer. Moi, j'ai un gros sujet autonomie. C'est pas pour rien que je fais des lives avec Laurent Martinez dont le sujet est la souveraineté personnelle et l'autonomie également, parce que tu parlais des femmes, c'est un gros sujet aussi chez les femmes. C'est voilà, la capacité à faire par soi-même et à réussir. On parlait d'exploitation. Si déjà, tu vois, j'aurais réussi quelque chose s'il y a des femmes qui prennent conscience qu'elles se font littéralement exploiter. Attends, j'en ai une à qui on écrivait des poèmes, quoi. Poème d'amour, exploitation, force de travail, poème d'amour, dès que ça allait trop loin. Enfin, tu vois le truc. On les attrape par le cœur, en fait. Horrible. Les émotions, parce qu'on est. Ouais, mais les hommes aussi, ils sont émotifs. Les hommes aussi, mais c'est moins peut-être. Ouais. Et oui, mais je t'aime, donc travaille gratuitement pour moi. Enfin, il y a une espèce de truc un peu fou. C'est du chantage affectif, hein. Ah oui, mais quand même, il m'aime. Regardez, il est gentil, il m'écrit des poèmes, quoi. Waouh, ok. On va reprendre le truc parce que là, la situation. Et donc tu fais pas que de l'accompagnement en reconversion pro, là, ça va plus loin même. Oui, enfin n'importe quel humain qui constate ça se dit attends, il y a un truc à faire là. Donc s'il y a des femmes qui prennent conscience du fait qu'elles se font manipuler, exploiter pour leur force de travail, presque esclavagisées pour certaines. Enfin, il y a des pays où c'est même open bar en termes d'esclavagisme. Mais c'est déjà bien. Votre temps, il a de la valeur. Votre travail, il a de la valeur, y compris financièrement. En fait. Exactement. Donc, ne vous laissez pas exploiter. Ouais. Bon, écoute, on va terminer là-dessus. Et la dernière question après le rêve, ton futur rêve, c'est est-ce que tu as un mantra, un conseil ou une citation, quelque chose qui te guide, que tu voudrais partager? Ouais, moi j'ai un truc que j'ai mis qui me suit. J'en ai 2. J'en ai un que j'ai volé à Jacques Salomé, qui est la vie est une succession de naissances. On peut toujours renaître différemment dans divers domaines de sa vie. Voilà. La vie, c'est naître encore et encore au monde. Parfois différemment et c'est OK. Celle-là, je l'aime beaucoup. Et il y en a une autre de phrase, pour le coup, je sais pas de qui elle est. C'est que le génie est individuel. C'est-à-dire qu'un génie, ça émerge, enfin un Einstein, voilà. Mais que l'exécution avec impact, s'entend, elle est collective. Donc
certes, il y a des génies individuels, mais ne glorifions pas trop l'individualisme, parce que si tu veux faire naître un beau projet dans le monde, il y a besoin du collectif, en fait. Voilà. Mmh. Donc le génie est individuel, mais l'exécution, n'oublions pas qu'elle est collective. Superbe. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour ce partage, pour cet échange. J'espère que ça inspirera plein de personnes. Et puis, merci aussi pour les conseils que tu as donnés, notamment d'un point de vue pratico-pratique avec la coopérative, et puis surtout tout ce que tu fais pour œuvrer pour que les personnes finalement se sentent bien. C'est ce qu'on fait collectivement, justement, que qu'il y ait plus de bien-être, plus d'épanouissement, plus de bonheur dans le monde. Voilà. C'est ça, œuvrer, contribuer. Je vois que tu adoptes mon vocable. Exactement. Quel est le mien aussi, hein. La contribution, c'est vraiment mon truc, ouais. Ouais. Donc, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, et en tout cas, osons de plus en plus se mettre en action pour œuvrer collectivement pour changer les choses. De conscience de chacun sur ce qui est important dans le monde. Merci Nathalie. À bientôt. Merci Erika. À bientôt. Ciao, ciao. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as aimé ce rendez-vous, si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Si tu écoutes sur Apple Podcasts ou Spotify, pense à laisser un 5 étoiles pour faire grandir cette émission. Tu peux bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux de Acapellart, sur Instagram, LinkedIn et Facebook, et visiter le site internet de Acapellart, acapellart.com. Tous les liens sont dans le descriptif du podcast. En attendant de te retrouver ici ou ailleurs, n'hésite pas à partager, commenter, ce sera un bonheur de te lire. À bientôt pour de nouvelles aventures.